Tenue à Conakry de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, ils ont décidé de mutualiser les actions afin de mieux répondre aux attentes des populations de la vallée du Sénégal, et c'est la Guinée-Conakry qui préside désormais à l'organisation. Traquer et chasser les terroristes, c'est l'objectif principal de l'opération Zegene qui vient d'être lancée par les forces armées du Mali et leurs alliés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau point de l'actualité tenu à Conakry de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Les chefs d'État sénégalais, mauritaniens, guinéens et maliens ont passé en revue les acquis de l'organisation depuis la dernière réunion tenue en Mauritanie en 2013. Ils ont aussi parlé des perspectives de l'OMVS. Ils ont décidé de mutualiser les actions afin de mieux répondre aux attentes des populations de la vallée du Sénégal. La présidence de l'organisation est revenue au président guinéen après le mauritanien. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Abdraman Doko Traoré, dans nos prochaines éditions. Voyons maintenant la réunion inaugurale des groupes thématiques de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel qui s'est tenue ce matin à Bamako. Cette rencontre devra permettre aux participants d'échanger sur la gouvernance et la sécurité dans le Sahel. Elle regroupe des représentants des États du Sahel, des organisations régionales et internationales œuvrant dans la région. Compte rendu Moussa Fani. La gouvernance, la sécurité, la résilience et le développement sont au centre de cette réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. La rencontre devra permettre aux responsables des MIS Sahel d'élaborer des notes de cadrage global concernant les domaines prioritaires d'intervention. Il s'agit de 4 groupes thématiques qui pourraient travailler séparément. J'espère que la réunion d'aujourd'hui pourra s'accorder sur un format standard et les grandes lignes de ces notes de cadrage afin d'assurer l'uniformité et la cohérence entre les documents qui seront produits par les différents groupes thématiques. Il faut souligner l'importance des groupes thématiques dont la création a été décidée lors de la 3e réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel en novembre 2014 en vue d'assurer une meilleure coordination dans les domaines de la gouvernance, la sécurité, la résilience et le développement. Cette réunion doit aussi harmoniser les stratégies et initiatives en faveur du Sahel pour assurer la cohérence entre les différents groupes thématiques. J'ai pour ma part pleinement confiance que nos travaux aboutiront à des objectifs que cette réunion s'est assignée et que nous pourrions, dans les semaines, au plus dans les mois à venir, faire la démonstration que la plateforme, disons, est en pleine activité et que les objectifs que nous nous sommes fixés dans cette plateforme seront atteints. La rencontre regroupe des représentants des pays du Sahel, des organisations régionales et internationales actives dans la région. L'accord de paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger n'est pas celui que les partis politiques de l'opposition républicaine malienne auraient souhaité pour être notre peuple. C'est ce qui ressort de la déclaration faite par le président du PDS, lu cet après-midi. Pour plus de détails sur cette déclaration, écoutons Amadou Abdoulaye Diallo, président du PDS, porte-parole des partis politiques de l'opposition. Il est au micro de Fademba Keïta. Les partis politiques de l'opposition malienne, réunis le jeudi 5 mars 2015 au siège de l'IRD, après une analyse approfondie du document intitulé « Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger », tel que notifié par le Premier ministre le 1er mars 2015, document paraphé par le gouvernement et une des parties au processus d'Alger, ainsi que la médiation présidée par l'Algérie
suivi de larges discussions, déclare ce qui suit. Saluant le combat inlassable du peuple malien pour la liberté, la paix et la démocratie, s'inclinant devant la mémoire des victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères de la crise sécuritaire, réaffirmant leur solidarité aux familles endeuillées, aux blessés, aux réfugiés et aux déplacés, attachés au respect de la Constitution et aux valeurs de la République, soucieux de doter les forces armées et de sécurité du Mali de moyens humains et matériels adéquats, préoccupés par la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans le nord, et compatissant aux souffrances quotidiennes des populations, saluant l'élan extraordinaire de solidarité et de générosité de la communauté internationale, des pays frères et amis et de plusieurs bonnes volontés autour de la crise malienne, afin de nous aider à préparer un meilleur avenir pour les générations futures, soucieux de préserver le capital le plus précieux de notre pays, à savoir le vivre ensemble, basé sur un brassage multiséculaire des ethnies et des cultures qui constitue notre héritage commun et qui a permis à notre nation de surmonter les épreuves les plus difficiles depuis des siècles, guidés par leur volonté inébranlable de défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la laïcité, l'égal traitement des citoyens par l'État, ainsi que les acquis précieux de notre démocratie chèrement acquise. Les partis politiques de l'opposition s'interrogent sur la portée réelle d'un projet d'accord qui n'a pas été paraphé par la coordination des mouvements armés en rébellion contre le Mali, dont les paisibles populations au nord comme au sud ne demandent qu'à vivre en paix dans un pays mieux gouverné. Les partis politiques de l'opposition condamnent encore une fois et avec force le fait que dans la préparation des pourparlers d'Alger, les autorités n'aient pas cru devoir procéder à de véritables concertations sur les questions de fond. Ceci aurait certainement conforté la position du gouvernement dans les négociations. Face à ces refus injustifiables des autorités de notre pays d'associer la classe politique à la gestion de ce dossier, l'opposition républicaine n'est guère surprise que le document paraphé par le gouvernement contienne des faiblesses incontestables et comporte des risques majeurs pour l'unité et la stabilité du Mali. En effet, il ne fait aucun doute que conférer des droits particuliers à certaines catégories de citoyens, notamment dans les institutions et grands services publics, corps et administration de la République, n'est pas de nature à rassembler la communauté nationale autour de notre destin commun et pourrait porter atteinte à l'unité nationale et à la cohésion sociale. De même, l'appellation Azawad citée parmi les 3 éléments retenus comme fondement du règlement concerté du conflit est définie comme, je cite, une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique, fin de citation, constitue une véritable imposture politique et est porteuse de germes réels de séparatisme qu'aucun Malien ne doit sous-estimer. Par ailleurs, le calendrier de mise en œuvre de l'accord nous semble très difficile à tenir. Si ce calendrier n'est pas respecté, les mesures préconisées peuvent aboutir à des frustrations, être source de blocage et même de remise en cause. Au total, il convient de reconnaître que sur de nombreux points, le document paraphé suscite de la part de nombreux parmi nos concitoyens des interrogations et des doutes légitimes. Parfaitement conscient de l'impérieuse nécessité pour notre pays de parvenir à une paix véritable, pour tourner la douloureuse page de ce conflit fratricide imposé à notre peuple,
Les partis politiques de l'opposition républicaine en appellent à l'esprit de clairvoyance de la communauté internationale pour que les solutions préconisées aujourd'hui ne soient pas plus tard source d'une plus grande déstabilisation du Mali et de ses communautés. Au regard de ce qui précède, les partis politiques de l'opposition républicaine prennent acte du paraphe par le gouvernement du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Accord qui n'est pas celui qu'ils auraient souhaité pour notre peuple. Voilà donc les partis signataires sont AFP, PIDS, URD, PDS, Parena, PS Yelenkoura, PRVM, FASOCO, FCD, PSP, ANCD, Mali. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 mars 2015, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 11 mars 2015 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets d'ordonnance, entendu une communication. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère du Développement rural, sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création du projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'élevage et de la pêche. De l'indépendance à nos jours, les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche ont connu d'importantes évolutions à travers la mise en place de structures techniques visant à optimaliser le développement des productions animales et halieutique. Malgré les dispositifs institutionnels mis en place, la contribution de ces deux sous-secteurs à l'économie nationale est restée faible en raison des problèmes liés à l'insuffisance de coordination et de suivi, à la faiblesse quantitative et qualitative des ressources humaines, à la non-fiabilité des données statistiques sur le bétail et les ressources halieutiques et au faible niveau de concertation entre les structures techniques et les professionnels. La création du projet d'appui institutionnel aux structures techniques de l'élevage et de la pêche s'inscrit dans ce cadre et vise à faire face aux problèmes posés. Le projet a pour objectif de mettre en place des mécanismes de coordination interne et externe de communication avec les partenaires techniques et financiers et les autres acteurs étatiques et non étatiques, de renforcer les systèmes de suivi, évaluation et de statistiques, de renforcer la capacité des services techniques, de développer les stratégies opérationnelles. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, sur le rapport du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de l'Institut national de formation professionnelle pour le bâtiment, les transports et les travaux publics, INFP-BTP. L'Institut national de formation en équipement et en transport, INFET, a été créé en 2001 pour assurer les missions de service public de formation continue, qualifiante et de perfectionnement des agents et de promotion de la recherche dans les domaines de l'équipement et des transports. Après plus de 12 ans de fonctionnement, l'évolution du secteur des BTP et l'émergence de nouveaux métiers ont rendu nécessaire la relecture des textes de l'Institut national de formation en équipement et en transport INFET pour l'adapter aux nouveaux besoins. L'adoption du projet d'ordonnance portant création de l'Institut national de formation professionnelle pour le bâtiment, les transports et les travaux publics en lieu et place de l'Institut national de formation en équipement et en transport s'inscrit dans cette perspective. L'INFET BTP a pour mission d'assurer la formation professionnelle de fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des autres acteurs des domaines des transports publics, des transports, du bâtiment, de l'urbanisme, de la cartographie et la topographie et de la mécanique. La formation professionnelle dans des métiers de base pour lesquels aucune structure de formation n'existe, particulièrement les moniteurs d'auto-école, les conducteurs des travaux, les chefs de chantier et les conducteurs d'engins. Et enfin, la réalisation et la promotion des études en sciences des travaux publics et dans les disciplines connectes.
Au titre du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population, sur le rapport du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création du Centre de formation et de perfectionnement en statistique CFP-STAT. Le Centre de formation et de perfectionnement en statistique CFP-STAT est un établissement public à caractère scientifique et technologique créé pour contribuer au développement des ressources humaines nécessaires au système statistique national. Le CFP-STAT vise à partir de sa mise en place effective à mieux faire face aux besoins du système statistique national dans les services ou organismes publics et parapublics ou privés en permettant de former des adjoints techniques de la statistique pour la production statistique et l'encadrement des enquêteurs sur le terrain, d'offrir une formation continue à des agents et cadres des structures impliquées dans la conception et la coordination de la mise en œuvre du système statistique national, d'assurer la mise à niveau des candidats maliens aux différents concours d'accès aux écoles de statistique à vocation régionale, de contribuer à la diffusion des méthodes et outils statistiques, de participer à la recherche dans les domaines statistiques spécifiques et enfin de réaliser des études ou des expertises entrant dans son domaine de compétences. La création du Centre de formation et de perfectionnement en statistique s'inscrit dans le cadre du renforcement du système statistique national. Elle s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations 56 et 57 du cadre statistique régional de référence pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique proposées par la Commission économique pour l'Afrique. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, sur le rapport du ministre de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant notification de l'ordonnance numéro 10039 PRM du 5 août 2010 portant création de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP SA et un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 10040 PRM du 5 août 2010 portant création de la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA. La Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP SA et la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA ont été dotées chacune au moment de leur création en 2010 d'un capital social de 100 millions de francs CFA apporté entièrement par l'État. Les présents projets d'ordonnance visent à rehausser ce capital social à 5 milliards de francs CFA pour la SOMAPEP SA, soit une augmentation de 4 milliards 900 millions de francs CFA par émission au pair de 490 000 actions nouvelles et à 2 milliards de francs CFA pour la SOMAGEP SA, soit une augmentation de 1 milliard 900 millions de francs CFA par émission au pair de 190 000 actions nouvelles. Ces augmentations comportent en partie l'incorporation de l'écart de réévaluation des apports en nature et un complément en numéraire. Elles permettront de doter la SOMAPEP SA et la SOMAGEP SA de capacités financières nécessaires à leur mission d'investissement et d'exploitation. Au titre de communication écrite, au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au plan d'action d'urgence du secteur de la microfinance. Le secteur de la microfinance au Mali compte au 31 décembre 2013 126 structures de systèmes financiers décentralisés répertoriées, dont 70 institutions de caisse d'épargne et de crédit, 25 associations de type crédit solidaire, 19 caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées et 12 sociétés de capitaux. Il a connu de 2000 à 2013 une évolution considérable de ces indicateurs, se traduisant par une augmentation du nombre de points de service de 342 à 700, du nombre de bénéficiaires des services de microfinance de 253 705 à 1 062 000, de l'encours de dépôt de 14 milliards de francs CFA à 53 milliards de francs CFA et de l'encours des crédits de 16
13 milliards de francs CFA à environ 60 milliards de francs CFA. En dépit du dispositif institutionnel qui l'encadre, le secteur de la microfinance au Mali connaît de nos jours de nombreux dysfonctionnements dus essentiellement à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise gestion des ressources et des crédits, à la défaillance des systèmes d'information de gestion et la non-disponibilité de l'information financière dans les délais requis, à la faiblesse des mécanismes internes et externes de surveillance, au non-suivi des recommandations issues des contrôles. Le plan d'action d'urgence du secteur de la microfinance, fruit d'un processus impliquant l'ensemble des acteurs concernés, s'articule autour des objectifs suivants. L'assainissement du secteur de la microfinance, l'amélioration de la mise en œuvre du cadre réglementaire, le renforcement des capacités de la professionnalisation et de l'autonomie des structures de supervision et de promotion du secteur de la microfinance, l'accompagnement des systèmes financiers décentralisés fiables dans leurs efforts de professionnalisation, l'amélioration des infrastructures de soutien au secteur et l'extension de l'offre de services de microfinance à l'ensemble du pays. Voilà, c'était donc là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. On continue ce journal. Face à la situation de crise que le pays connaît, le gouvernement doit communiquer pour se faire entendre, se faire comprendre pour réussir une certaine mobilisation, pense l'expert en communication Gausso Drabo. Et quant à Sidiki Mfa Konaté, président des groupes thématiques de l'atelier national sur la communication gouvernementale, il faut de la cohérence et dans la communication et des moyens y afférents. Notre équipe de reportage les a interrogés pour nous. Écoutons, c'est au micro de Suleiman Kenza Sidibé. Au deuxième jour des travaux sur l'atelier national sur la stratégie de communication gouvernementale, le tour des ateliers permet de camper plus ou moins les éclairages futurs de la future politique de communication du gouvernement. Des avis recueillis ressort que le gouvernement se doit de communiquer, d'être proactif sur les événements, les situations ou les problèmes à gérer sur le plan communicationnel. Nous entrons dans une nouvelle réalité qui va s'étaler sur, je crois, plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. Donc, face à la nouvelle conjoncture, il faut, dans l'action gouvernementale, il y a l'obligation de bien communiquer, d'abord pour bien se faire comprendre et également pour réussir certaines mobilisations citoyennes et sociales. Donc il y a le dispositif de la communication gouvernementale, on n'innove pas beaucoup. Mais on peut mieux l'animer et on peut mieux prendre en charge les nouveaux challenges. Je crois que c'est ça le principal objet du présent atelier. Maintenant, quant aux nouvelles articulations sur lesquelles vous questionnez, il y a effectivement la nécessité pour le gouvernement d'être beaucoup plus réactif. Et il y a la nécessité pour lui de se donner une stratégie globale d'action et maintenant à l'intérieur de cette stratégie de voir quels sont les outils sur lesquels il doit s'appuyer pour réussir. Il faut de la cohérence et dans le contenu, la structure chargée de l'animer et les moyens y afférents. Au niveau de la communication gouvernementale, nous sommes en train de réfléchir sur les mécanismes qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait de la cohérence dans la communication gouvernementale. Nous sommes en train également de réfléchir sur la structure qu'il faut mettre en place pour servir d'instrument de mise en œuvre de cette cohérence. Nous sommes également en train de réfléchir sur les moyens dont cette structure doit être dotée, les moyens législatifs, les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers qu'il faut mettre à disposition pour que cette structure de mise en cohérence de la communication gouvernementale soit fonctionnelle. Les canaux traditionnels demeurent les premiers piliers d'une bonne politique de communication. Les communicateurs traditionnels sont présents à tous les niveaux et c'est à l'échelle du pays. Les communicateurs traditionnels, c'est le premier levier de communication du Mali qu'on a trouvé. Et aujourd'hui, vous savez, le pays est dans une position où on a besoin de sensibiliser, de parler de paix, de réconciliation, de vraiment d'apaiser les esprits, de calmer. Certainement, il reste à définir le rôle et la place des représentations diplomatiques du Mali dans cette politique de communication gouvernementale.
Vous aurez compris, c'était plutôt un reportage de Souleymane Kenza à Sidibé. L'accord de paix et la réconciliation au Mali du processus d'Alger n'est pas celui, donc on a vu ce reportage tout de suite. Parlons chiffre encore dans ce 20h, 1,5 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe d'un nouveau programme dans la région de Tombouctou appelé Debo Alafia, qui signifie santé de la reproduction. Le dit programme est financé par le Royaume des Pays-Bas pour une durée de 4 ans. Reportage Lia Tondina. Cet ambitieux programme qui porte le nom de Debo Alafia, autrement dit santé de la reproduction, est une initiative du Royaume des Pays-Bas et exécutée dans la région de Tombouctou par le consortium Aide de l'Église norvégienne AEN et l'Association malienne pour la survie au Sahel AMSS. Il couvre les 5 cercles de la région pour une durée de 4 ans. Ce programme est aussi une réponse aux nombreux défis de santé que nous avons recueillis lors de l'évaluation de notre programme en partenariat avec AMSS en mars 2014. Tout juste il y a un an, nous avons été interpellés par une longue liste d'attente de femmes malades de la fistule. Ce programme, de montant de 1,5 milliard de francs CFA, va contribuer à l'accroissement du bien-être des populations de la région de Tombouctou. J'ose espérer que les différents acteurs ne ménageront aucun effort pour assurer l'atteinte des résultats escomptés. La coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le Mali a été largement évoquée au cours de ce lancement, d'où la satisfaction des autorités régionales. L'enjeu de ce programme est de taille, vu tous les défis précités si haut. Nous comptons donc sur votre expertise et votre savoir-faire dont je n'ai douté en aucun instant. C'est d'ailleurs dans cette optique que votre consortium a été retenu par la coopération néerlandaise sur la base de vos compétences et des critères qui ne sauraient jamais être mis en cause. Ce programme va certes améliorer la santé de la reproduction et aussi diminuer le chômage, car plus de 380 relais communautaires seront impliqués dans l'exécution. Et puis la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance a dit le mouvement Maliko condamne fermement l'attentat du 7 mars dernier à Bamako. Ils appellent à un sursaut collectif de toutes les forces politiques et sociales du Mali à l'unité nationale pour barrer la route aux criminels, aux narcotrafiquants et à leurs complices. L'actualité à l'intérieur du pays, plus précisément dans la région de Tombouctou, et je l'ai annoncé dans les titres, afin de chasser et traquer les terroristes. Une opération de grande envergure tripartite vient d'être lancée par les forces armées du Mali et ses alliés. L'opération dénommée Zegane est composée des FAMA de la Mauritanie et appuyée par Barkhane. Des milliers d'hommes s'engagent ainsi à assainir les frontières maliennes et mauritaniennes. Reportage à Yaya Tandina. C'est une opération militaire tripartite composée des forces armées du Mali, de la Mauritanie et Barkhane. Appelée Zekene, cette opération a pour objectif de mettre en tout état de nuire les forces du mal ou terroristes positionnées entre les frontières du Mali et de la Mauritanie. Pendant 15 jours, les différents états-majors n'ont pas lésiné sur les moyens aériens, terrestres et humains. L'opération Zekene a en fait un triple objectif. D'abord opérationnel, il s'agit de rechercher, traquer et détruire les groupes terroristes dans la zone. Le deuxième objectif, c'est humanitaire. Les populations rencontrées, il faut les apporter un baume au cœur. Et le troisième objectif, c'est médiatique. L'opération Barkhane, pour cette opération Zekene, comme pour les autres opérations d'ailleurs qui concernent ce qu'on appelle les opérations transfrontalières, est là pour appuyer nos partenaires des forces maliennes, mais aussi ça peut être d'autres partenaires, dans le cadre d'opérations qui visent avant tout à chasser les terroristes. Les forces armées du Mali, à la tête de l'opération Zekene, ont visité tous les coins et recoins qui peuvent servir de cachot pour l'ennemi et d'assainir l'espace. Les officiers en charge de cette mission se réjouissent des objectifs atteints. On avait pour mission de sécuriser l'axe Tombouctou jusqu'à la frontière est de la Mauritanie, notamment en passant par les grandes villes Razelma, Bouna, Bitabungu, Lerneb. Pour les responsables de la 5e région militaire, cette opération est le début d'une série qui sera menée tout au long des frontières maliennes et mauritaniennes.
La Fondation pour la liberté Friedrich Naumann a organisé une conférence sur rôle, responsabilité et les comportements des médias en période d'instabilité et face à la corruption. Cette conférence vise à renforcer les capacités des hommes des médias pour résister à la corruption et celui en vue de garantir leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la Sidiki Diarra. La corruption est un problème auquel tous les pays doivent faire face. Toutefois, les solutions ne peuvent qu'être nationales. Pour lutter contre le phénomène, le rôle de la presse ne doit pas se limiter seulement en la conscientisation du public sur les causes, les conséquences et les remèdes de la corruption. Mais les hommes de médias doivent eux aussi tout d'abord avoir des comportements responsables face à la corruption. C'est en réponse à ces questions que la Fondation Friedrich Naumann, en partenariat avec la Deutsche Welle Academy, a organisé cette conférence au profit des journalistes. Trois communications sont au menu de la rencontre, à savoir un témoignage sur le journalisme sensible au conflit, la communication sur l'analyse sociologique de la corruption face aux professionnels des médias dans le contexte malien. Ensuite suivra la communication sur l'éthique et la déontologie des professionnels des médias au Mali. Depuis quelques moments, les cours mondiaux des hydrocarbures connaissent une baisse due à la diminution de la consommation des pays émergents et à l'augmentation du pétrole non conventionnel. Cette baisse s'est manifestée au Mali par une diminution du prix de l'essence à la pompe. Pour plus de précision, notre reporter Boubacar Sissoko a tendu son micro à Ibrahima Dansonko, directeur général à part intérim de l'Office national des produits pétroliers. Les causes essentielles de la baisse du cours du pétrole brut sont, premièrement, la diminution de la consommation des pays émergents et deuxièmement, l'augmentation de la production du pétrole non conventionnel, communément appelé pétrole de sable bitumineux. Et le troisième facteur, c'est surtout le maintien de la production des pays membres de l'OPEP. Ces trois facteurs combinés ont provoqué une chute drastique des cours du pétrole brut sur le marché. Je vais parler du cadre dans lequel est gérée la fluctuation des prix des produits pétroliers au Mali. Au Mali, nous avons une commission dénommée Commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Cette commission se réunit tous les mois. Au cours des réunions de cette commission, les prix fournisseurs sont examinés, les taxes et les droits à prélever sont examinés, les prix à la pompe aussi sont fixés, évidemment en tenant compte des marges des opérateurs. Maintenant, comment gérer les baisses constatées sur le marché international? Il y a lieu de préciser que sur le marché international, il y a deux types de prix. Le cours du brut et le cours des produits pétroliers finis. Évidemment, le Mali n'étant pas un pays producteur, seuls les prix des produits pétroliers sur le marché international nous intéressent. Ces prix sont fixés en tenant compte des cotations des produits pétroliers sur le marché international et du coût du dollar. Et chaque mois, ces prix fournisseurs sont examinés. Les baisses constatées au niveau du marché international se sont répercutées sur les prix à la pompe des produits pétroliers. Évidemment, ces baisses aussi ont été mises à profit pour pouvoir améliorer le niveau des recettes au niveau du cordon douanier. C'est ainsi que pour les prix à la pompe, de juillet 2014 à aujourd'hui, les prix ont baissé de 52 francs CFA pour le supercarburant et de 50 francs pour le gazole. Il est à rappeler que pendant les périodes de hausse du cours des produits pétroliers, l'État a consenti beaucoup d'efforts. Et ces efforts se sont traduits par des moins-values. À titre de rappel, en 2008, où le cours du pétrole du brut était très élevé, l'État a eu un manque à gagner évalué à 38 milliards de francs CFA. Donc, il est tout à fait normal qu'en période de baisse, que l'État puisse récupérer une partie de ces manques à gagner. Les perspectives consisteront, disons, à concilier la gestion des fluctuations des prix des fournisseurs avec le souci constant de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et d'assurer un niveau de recettes conséquent au niveau du cordon douanier et permettre aux opérateurs d'investir dans le sous-secteur. Des négociations sont en cours aujourd'hui pour pouvoir préserver, améliorer les marges des opérateurs afin qu'ils puissent investir conséquemment dans le sous-secteur des hydrocarbures. Par la
représente tout à fait autre chose. Grâce à des partenaires techniques et financiers, le Mali dispose du document de projet de la réforme de la justice et des actes du colloque sur la justice transitionnelle organisé en juin 2013. Les deux documents ont été remis au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, en même temps que du matériel de bureau pour les directions régionales de l'administration pénitentiaire de Mopti, Gao et Tombouctou. Plus de détails avec Moïse Traoré. Le document de projet de la réforme de la justice est conjointement financé par le PNUD et la MINUSMA. Il compte 170 pages, une ou deux pages de plus pour les actes du colloque sur la justice transitionnelle. Les violations massives des crimes des droits de l'homme qui ont été perpétrés au nord du Mali. Nous avons décidé de travailler effectivement en complément du mécanisme du système de justice traditionnelle, à faire valoir les mérites de la justice transitionnelle et à partir de ces mérites, de travailler à l'établissement d'une dynamique de processus d'un mécanisme de justice transitionnelle pour que l'ensemble des violations soient adressées et aient des réponses. Le colloque a été organisé en juin 2013 avec le concours de l'ambassade des Pays-Bas. Le programme de promotion des droits de l'homme consacre plus de 4 milliards à la reconstruction et aux équipements. Il est à la recherche d'un fonds un peu plus élevé pour combler le gap. Nous sommes bien conscients, Monsieur le ministre, que sous votre leadership, ce document qui n'est qu'un projet va pouvoir suivre son cours, être approprié par le gouvernement, par les différents départements que vous souhaiterez engagés dans ce processus. Le secteur de la justice est un secteur vital pour la consolidation de la paix et de l'état de droit et nous comprenons parfaitement que ça aille au-delà des frontières du ministère de la Justice. Le troisième axe de la cérémonie est la symbolique remise d'équipements de bureaux dont ordinateurs et fauteuils. Du matériel de travail pour les directions régionales de l'administration pénitentiaire de Mopti, Gao et Tombouctou. Plus de 130 millions de nos francs, c'est le montant qui sera investi pour aménager la colline du Mamulan de Sikasso. Le premier coup de pioche de ce projet a été donné ce mardi par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Compte rendu, c'est Kokonati. Ce premier coup de pioche donne ainsi le signal du démarrage des travaux d'aménagement du Mamulan de Sikasso. Une initiative de la commune urbaine avec l'appui du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOM, au regard de l'importance de ce site pour la ville. Malgré son importance, ce patrimoine précieux est menacé de dégradation si aucune disposition n'est prise pour l'aménager. Le projet ainsi lancé coûtera près de 130 millions pour un délai d'exécution de 4 mois. Et les autorités en charge de la culture mesurent son importance. Au moment où nous sommes engagés au réarmement moral des Maliens, pour retrouver nos repères, nos valeurs culturelles et traditionnelles, nous ouvrons également à la construction et à la réhabilitation des lieux de mémoire afin de permettre à nos compatriotes et aux jeunes générations de se ressourcer et aux autres de nous connaître profondément. Une démarche fortement saluée par les descendants des rois du Kérédougou. En marge de cette cérémonie, le ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo s'est rendu sur les chantiers du village artisanal de Sikasso. Là, le constat n'est pas à la grande satisfaction. Tous les délais contractuels sont dépassés. Nous constatons un état d'avancement de 70% des travaux. Nous avions prévu l'inauguration déjà depuis le mois de décembre, le 7 décembre plus précisément, alors que l'État a joué entièrement son rôle. Il reste maintenant à discuter avec l'entreprise pour voir comment accélérer. Des mesures urgentes seront prises pour rapidement mettre à la disposition des artisans de Sikasso cet outil qu'ils attendent avec impatience. 25 millions de francs CFA, c'est le montant pour la réalisation d'un jardin d'enfants pour la coordination des femmes de la commune rurale de Yankasso dans la région de Ségou. La pose de la première pierre de cette structure a eu lieu le 8 mars dernier. De Ségou, le reportage de Doussou Sankari. Merci au nom des femmes de Yankasso
merci au nom des hommes de Yangasso, merci au nom de la jeunesse de Yangasso. L'éducation préscolaire passe par les infrastructures scolaires. C'est pourquoi Gwele CADD, Coalition des associations pour un développement durable, a choisi ce 8 mars pour la pose de la première pierre d'un jardin d'enfants qu'elle avait promis aux femmes de la commune rurale de Yangasso. Quelle est une volonté manifeste des fils de ce pays de lutter contre le sous-développement du Mali en général et du cercle de Blanc en particulier. Notre association avait promis un jardin d'enfants aux femmes de la commune rurale de Yangasso comme sa première activité dans le cercle. Notre association a été créée il n'y a pas longtemps, mais les autorités et nos maris nous soutiennent. Nous avons organisé les festivités du 8 mars et l'association Guélé est venue nous aider car elle avait promis de poser la première pierre de notre jardin d'enfants. Guélé vient de combler un déficit social ressenti dans le système éducatif préscolaire de la commune qui compte améliorer son taux d'alphabétisation. Cette action coïncide avec les festivités de la Journée internationale de la femme à Yangasso. Lancement à Caille de la 3e phase de projet d'appui à la stratégie nationale de développement de l'irrigation d'un coût global de plus d'1,3 milliard de francs CFA. Ce projet qui durera 2 ans a pour objectif de tester les approches du schéma directeur de développement de l'irrigation, mais aussi de contribuer à l'augmentation de la production vivrière et maraîchère dans la zone d'intervention du projet. Mahamadi Alioubari. Cette activité marque le lancement du projet d'appui à la stratégie nationale de développement de l'irrigation PASSENDI phase 3 dans le cercle de Caille. L'objectif de cette 3e phase du PASSENDI est de contribuer de façon durable à l'augmentation de la production vivrière et maraîchère dans les communes de Samé Djongoma, Tafasirga, Bangassi et Kolembine. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement du Mali à partir de 2012 et ce programme-là vise vraiment à aménager dans presque tous les villages du pays pour sortir notre agriculture des aléas climatiques. L'AFI souhaite et espère que ce projet que nous présentons aujourd'hui contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des populations, et spécialement des couches les plus vulnérables. D'un montant de plus d'1,3 milliard de francs CFA, plusieurs activités seront au programme, à savoir les aménagements hydro-agricoles, le renforcement des capacités du personnel des directions nationales et régionales du génie rural et les études complémentaires dans les cercles de Djema et de Nioro du Sahel. Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet ont permis en 2 années, dans 4 communes du cercle du Caille, la réalisation de 5 micro-barrages pour les aménagements de bas-fonds et 80 hectares de périmètre irrigué villageois pour les aménagements PIV. L'une des particularités de ce projet est le suivi des bénéficiaires avant et après la réalisation des travaux. Le projet d'appui à la stratégie nationale du développement de l'irrigation phase 3 a été initié par la Direction nationale du génie rural sur le financement de la coopération espagnole et durera 2 ans. Nous vous l'annoncions hier, les 18e journées africaines des ressources humaines ont été lancées. Pour cette 2e journée, le thème communication et gestion des ressources humaines en temps de crise a été largement débattu aujourd'hui. Bédikouni nous fait le point. Communication et gestion des ressources humaines en temps de crise. C'est le thème du 3e panel de la Journée africaine des ressources humaines. Un thème qui met l'accent sur la responsabilité des directeurs des ressources humaines dans la gestion des tâches quotidiennes dans l'entreprise en temps de crise. Nous travaillons régulièrement, chaque 2 ans, sur un événement qui va rassembler toute la famille RH, la communauté des professionnels des ressources humaines, je devrais dire, autour d'un thème autour duquel nous allons réfléchir pour développer notre fonction, pour développer notre métier. Parce que nous sommes tous des gestionnaires des ressources humaines, nous occupons dans l'entreprise une fonction extrêmement importante. C'est pourquoi j'ai choisi un sous-thème sur la communication, l'implication du manager, l'implication du DRH, sa communication et son rôle dans la motivation comme solution de sortie de crise.
Pour les experts, si une crise est considérée comme une rupture progressive de croissance, elle peut également être une cause de croissance. Il n'y a rien de plus important pour le développement d'un pays sans sa population, sans ses ressources humaines, aussi bien au niveau global que dans les entreprises. C'est ça qui fait. Mais on ne peut pas vivre sans qu'il n'y ait pas de problème. On ne parle pas de crise, on ne parle pas de baisse de croissance. On s'est retrouvé dans une situation que malgré la crise, plutôt les activités se sont développées face à la prise en charge des personnes réfugiées. Le DERA, c'est le premier communicateur dans une entreprise. Il est comme le sapeur-pompier de l'entreprise. Il doit tout faire pour éteindre le feu à travers, en tout cas, sa manière de manager. À la 18e édition de la Journée africaine des ressources humaines, aucun aspect n'a été oublié, ce qui justifie la présence de plusieurs entreprises avec des stands de toutes couleurs. Voilà, le reportage de Nyanya Traoré est prêt, tenu à Conakry de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Les chefs d'État sénégalais, mauritaniens, guinéens et maliens ont passé en revue les acquis de l'organisation depuis la dernière réunion tenue en Mauritanie en 2013. Ils ont aussi parlé des perspectives de l'OMVS. Ils ont décidé de mutualiser les actions afin de mieux répondre aux attentes des populations de la vallée du Sénégal. Les précisions avec nos envoyés spéciaux, alors Nyanya Alou Traoré et Abdraman Doka Traoré. Aménager le fleuve Sénégal, produire de l'énergie, améliorer l'irrigation ou encore éviter la langue salée, voilà quelques objectifs visés par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Ce 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation coïncide avec le 43e anniversaire de sa création, occasion de saluer les acquis et de poser les jalons des perspectives. Aujourd'hui, jour pour jour, l'OMVS a 43 ans. Elle a parcouru beaucoup de chemin et engrangé des résultats de jeu. Les grands résultats qu'elle a obtenus et qu'elle est en train d'obtenir dans les domaines de l'énergie hydraulique, bon marché, de l'irrigation, de la lutte contre les maladies hydriques sont exemplaires. Je pense que 43 ans, c'est le temps de plus que la maturité. En tout cas, l'âge adulte est révolu depuis longtemps. Il s'agit donc maintenant de l'âge des ambitions porteuses pour que l'OMVS atteigne son projet de développement intégré de notre espace communautaire. L'OMVS regroupe le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali. Le lien, c'est le bassin du fleuve Sénégal qui s'étend sur 337 500 km². Les pays membres ont surtout en partage le destin des communautés de la vallée qui vivent des retombées du bassin. D'où la nécessité, selon le président mauritanien, de créer des conditions adéquates pour permettre aux populations riveraines un accès facile à l'énergie, une des sources du développement. Mohamed Ould Abdelaziz a surtout mis un accent particulier sur le déséquilibre écologique qui touche nos pays respectifs. C'est en conjuguant nos efforts et en s'associant à ce grand terrain de prise de conscience et de solidarité à l'échelle mondiale que nous parviendrons à limiter les effets néfastes des changements climatiques sur notre sous-région, menacée par la désertification et autres phénomènes liés au déséquilibre écologique. Le président sénégalais a quant à lui félicité l'organisation sur les nombreuses actions entreprises. Il s'agit entre autres de la gestion de la retenue du barrage de Diama et de Manantali, l'exploitation satisfaisante en 2014 de la centrale de Felou avec une production de 302 gigawattheures et aussi la mise en œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Guyana. Autre défi à relever pour le nouveau président de l'organisation, la mise en fonction du port intérieur de Ambi-Déby au Mali. Il s'agit de faire venir les bateaux depuis Saint-Louis, en passant par Rosso, jusqu'à Ambi-Déby. C'est dans les possibilités très prochaines. Et le vernissage auquel nous avons participé également a vu le haut-commissaire optimiste. La navigation va nous coûter 161 millions de dollars, la première phase. Mais que pour mobiliser ceci, nous sommes en contact avec les bailleurs de fonds.
Qu'à cela ne tienne, nous avons trouvé des moyens à l'interne pour faire déjà 3 quais. Donc ces 3 quais dégagés vont nous permettre d'une part de faire la navigation en toute saison de Saint-Louis à Rosso. Ensuite la navigation à temps partiel, donc jusqu'à Ambidéville. Au cours de ce 16e sommet de l'EMVS, la question du financement de l'organisation a été soulevée. Un appel a été lancé aux bailleurs de fonds et aux États membres de faire plus. Signalons que la conférence intervient après le prêt de 240 millions de dollars américains de la Banque mondiale à l'organisation. Un montant qui sera utilisé sur 7 ans dans le cadre notamment de l'accroissement des superficies irriguées pour renforcer la sécurité alimentaire et les activités génératrice de revenus. Le Lions Club à Bamako Phoenix et Vivo Énergie volent au secours des femmes démunies, des femmes malades de fistules vaginales et celles vivant avec le VIH-Sida dans le cadre de la célébration du 8 mars. Le compte-rendu des remises avec Cheikh Oumar Sissoko. Vivo Énergie a offert un premier don aux femmes vivant avec le VIH-Sida au siège de l'association féminine d'aide et de soutien aux veuves et aux orphelins du Sida, ainsi qu'aux femmes porteuses de fistules vaginales au centre Oasis de l'hôpital du Point G. Le tout pour un coût global de près de 4 500 000 francs CFA. Nous avons estimé qu'au niveau du centre Oasis, les besoins en termes d'accompagnement pouvaient être résolus à travers des dons de savon, de couches et d'eau de javel. Et pour les femmes porteuses du virus VIH, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'elles se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. Donc à travers des dons de pagnes et aussi de produits d'entretien pour le cadre dans lequel elles sont installées. Les femmes du centre Oasis du Point G ont aussi bénéficié de l'appui du Lions Club Bamako Phoenix. C'est là à travers un don de riz et de pagnes d'une valeur de près d'1 million. Nous avons voulu réaliser ce geste en ce 9 mars, juste le lendemain de la journée internationale de la femme, pour leur témoigner notre solidarité et réduire un peu le sentiment d'exclusivité. Les responsables du CHU Point G ont salué à juste titre ces appuis à l'endroit de ces femmes souvent victimes d'isolement. Par an, on a quand même une centaine de nouvelles fistules dans l'étendue du Mali. Ces femmes sont assez souvent délaissées, en premier temps par leur mari, puis plus tard par les parents, et en fin de compte, elles passent à l'isolement. Avec ces différents dons, les femmes porteuses de fistules vaginales et celles vivant avec le VIH-Sida ont trouvé le sourire dans la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est plutôt un reportage de Cheikh Oumar Sangaré et non Cheikh Oumar Sissoko. Célébration du 8 mars par les femmes du Mali en brève avec Mohamed Ould Mamouni. L'APS, l'Alliance pour la paix et la solidarité, rend hommage à Feu Sira Diop, une icône de la défense des droits de femmes au Mali et en Afrique. C'était ce dimanche soir à l'hôtel Salam de Bamako, autour d'un dîner gala. Cette soirée entre dans le cadre des festivités de la célébration du 8 mars. Une projection sur la vie de Sira Diop, des témoignages sur ses combats en faveur des femmes et des enfants, ainsi que son sens de patriotisme ont été les temps forts de ce dîner gala. Dans le cadre du 8 mars, l'Amicale des femmes de Orange Mali a organisé une conférence débat sur le cancer du col de l'utérus, une pathologie qui touche indistinctement toutes les couches sociales des femmes. L'occasion a été mise à profit par les responsables de la dite société de rappeler le rôle important que jouent les femmes dans la bonne marche de cette société de téléphonie mobile. La journée a été agrémentée par des prestations d'artistes chanteurs et de comédiens. 8 mars toujours, les femmes de la Sous-Tellement SA ont saisi l'occasion pour se retrouver autour d'une réception. Le thème de cette édition de 2015, à savoir croissance économique et autonomisation des femmes, engagement inclusif pour un Mali sécurisé, stable et émergent, a été longuement débattu au cours de cette réception. Les femmes de cette société se sont engagées à s'investir davantage pour l'émergence de la Sous-Tellement SA. Et puis les femmes d'Ansongo ont célébré la fête du 8 mars à leur
Outre la journée de célébrité organisée le 7 mars à laquelle elles ont aussi initié diverses activités, elles ont tenu une conférence débat. Ont participé à cette journée les associations féminines d'Ansongo, les représentants de la société civile ainsi que les autorités locales. Remise de matériel sanitaire aux forces armées du Mali par l'ONG Tapama d'une valeur de 150 millions de francs CFA, ce dont renforcera les capacités opérationnelles des infirmeries et garnisons, nous signale dans la Sidiki Diarra. Après 2009-2012, revoilà l'ONG Tapama au chevet des forces armées et de sécurité du Mali. C'est là avec la remise d'un important lot de matériel sanitaire à la direction des services de santé des armées, dont un échantillon a été présenté au public. On a aussi des partenaires au Mali, notamment la société Necotrans, qui nous a remis 3 kits d'ambulance, de façon à ce que nous puissions les distribuer à des partenaires. Notre partenaire étant la DCSSA, nous avons remis ce matériel à la DCSSA. Ça, en 2008, nous avions rédigé cette convention de partenariat. En tant que primo, les dons de matériel, secondo, les partenariats de médecins, échange de médecins éventuels. Nous n'avons pas encore commencé cela, mais ça ne va pas tarder. Et le troisième, c'est les problèmes de formation qu'on pourrait à ce moment-là mener en France pour des formations complémentaires pour des personnels de santé de la DCSSA. D'une valeur de près de 150 millions de francs CFA, ces dons se composent entre autres des kits anesthésie, des brancards, des lits, des bouteilles et ballons d'oxygène, des kits contre Ebola. Et l'essentiel, c'est, comme on le dit nous même en France, c'est que ces matériels, au lieu d'aller à la poubelle, aient une deuxième vie à partir du moment où ils sont de qualité suffisante pour servir à des Maliens, qu'ils soient militaires ou civils, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils servent et qu'ils vraiment rendent une convalescence meilleure après une opération, ce qui est souvent difficile. Grâce à vous, des infirmeries complètement ravagées au nord ont pu être équipées et mises en service. D'autres infirmeries ont pu améliorer leur capacité d'hospitalisation et le confort des patients. Un cabinet dentaire digne de ce nom a été installé à l'infirmerie hôpital de Bamako. Pour la petite histoire, ce partenariat est le fruit d'une amitié féconde entre le président de l'ONG Jackie Pridor et le médecin lieutenant-colonel Fodemori Keita de Sévaré. Après la requête du médecin militaire, le président de l'ONG Tabama a accepté d'ajouter les services de santé des armées sur la longue liste de ses bénéficiaires au Mali. Football CAN Junior Sénégal 2015, le Mali effectue demain sa deuxième sortie contre l'Afrique du Sud. En cas de victoire, les Aiglons obtiendront leur ticket pour la demi-finale de la compétition. Ils sont sereins et comptent se donner à fond pour un bon résultat. Nos envois spéciaux, c'est la date aussi et Djelimakan Diabati. Réussissant le service minimum 1-0 face à la Zambie, les Aiglons du Mali se sont vite mis au travail pour franchir l'étape de l'Afrique du Sud. Ce match découle de la qualification aux demi-finales et de la Coupe du Monde de la catégorie en Nouvelle-Zélande. J'ai dit que ce n'est pas parce que nous avons gagné le premier match que nous allons nous enflammer, loin de là. On a un premier objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'en gagnant le match contre l'Afrique du Sud, déjà on se mettra à l'abri. Si vous remarquez le premier match, c'est que nous sommes créés des occasions, mais il y a eu trop de maladresse. Le coach a une idée sur eux. S'il met son dispositif en place, je pense qu'on peut les contrer, quoi. Parce qu'il y a l'ambiance dans le groupe, il y a le moral, tout le monde s'amuse, tu vois, mais on reste toujours concentré, quoi. Le Mali n'a jamais perdu contre l'Afrique du Sud en phase finale de CAN Junior. La dernière opposition date de 2011. Victoire écrasante des Aiglons, 4-2. Ce jeudi, à Mbour, en terre sénégalaise, vu le niveau des deux équipes et la forme du moment, la balance devrait basculer en faveur des Maliens. La prestation d'ensemble aux dépens des juniors zambiens prouve à suffisance que l'équipe du Mali dispose d'un fond de jeu huilé. En se heurtant à l'Afrique du Sud, un second adversaire anglophone dans le groupe B, les Aiglons du capitaine Ishaka Diarra sauront comment faire sauter le verrou.
Mali-Afrique du Sud, c'est à suivre demain à partir de 16h30 sur l'ORTM Football CAN Junior, toujours à Sénégal 2015. Hambourg, site du Mali pour la phase de groupe au championnat d'Afrique des Nations Juniors à Sénégal 2015. Le ministre des Sports a pris son bâton de pèlerin pour s'imprégner des conditions de séjour de l'équipe nationale, des supporters et des conditions de travail des journalistes maliens. Nos envoyés spéciaux, Selagato Sissé et Djeli Makandjabati, ont suivi le ministre. Présent à Hambourg au Sénégal pour soutenir les Aiglons du Mali au championnat d'Afrique des Nations Juniors 2015, le ministre des Sports, Husseini Amion Guindo, a eu un agenda très chargé. Il a rencontré les membres de la Fédération malienne de football. Les échanges ont tourné de long en large sur les conditions d'hébergement de l'équipe nationale junior Hambourg. Le président de la FEMAFOOT et le président de la commission centrale des jeunes ont assuré le ministre des dispositions prises par l'instance dirigeante du football malien pour mettre les Aiglons dans un cadre idéal de vie. Les confrères de la presse privée ont reçu la visite du ministre à leur résidence, tout comme l'Union nationale des supporters du Mali, UNASAM. Saisissant l'occasion, le ministre a réaffirmé le soutien constant du département des sports à accompagner ces deux couches aux besoins. Il a également remis la somme de 500 000 francs CFA aux supporters. La soirée a pris fin autour d'un dîner avec les joueurs. Après avoir félicité les Aiglons et l'encadrement technique pour la victoire aux dépens de la Zambie, le ministre leur a livré le message du président de la République et de l'ensemble du gouvernement. Et je suis venu cette fois-ci de façon express, sur recommandation du président de la République et du Premier ministre, qui ont demandé à ce que le ministre soit là, effectivement, pour encourager la fédération, pour encourager l'encadrement technique, pour encourager les joueurs, pour encourager les supporters, pour encourager les journalistes sportifs, donc toute la délégation, sinon toutes les délégations maliennes présentes ici. Aux Aiglons, tennis prize money 2015. En raison de la maladie à virus Ebola, la conférence africaine de tennis n'avait pas programmé en 2014 sur le continent le circuit international prize money de tennis d'Afrique de l'Ouest. C'est désormais chose faite avec la tenue de la 15e édition cette semaine dans la capitale malienne. Elle a été remportée par des Sénégalais et Burkinabés. Abdelkarim Kaba pour le compte rendu. La 15e édition du circuit international de tennis prize money n'a pas souri aux Maliens. Présents dans les deux finales, en dames comme en messieurs, les Maliens ont été contraints à abandonner les matchs en cours. En finale homme, après 34 minutes de jeu, avant même la fin du premier set, le champion en titre Sékou Dramé jette l'éponge suite à une blessure. Un sentiment de déception, ça c'est normal. Après maintenant, bon, je m'y attendais un petit peu. Du compte tenu du fait que je ne matche plus beaucoup et que je suis plutôt maintenant dans l'enseignement, donc la compétition c'est un peu derrière moi. Le jeune Burkinabé n'est pas satisfait de sa victoire. Sékou Dramé, c'est un ami et gagner à cette façon, vraiment, bon, c'est vrai, bon, il y a la victoire, mais je la savoure pas comme ça devait être, quoi. N'eût été l'abandon, la finale a présenté au départ un bon jeu. Il y avait du beau spectacle, on assistait à une belle finale. Il y avait de l'opposition, mais malheureusement, même le premier set n'a pas pu être fini. On aurait bien voulu que ça se termine. Jonas Kangambega du Burkina Faso et Sokona Diatta du Sénégal s'adjugent ainsi la 15e édition de Prize Money. La jeunesse nous intéresse à plus d'un titre parce que quand on parle des jeunes, on parle d'emploi. Et donc nous soutenons la fédération pour promouvoir l'emploi. C'est vrai qu'on a assisté à un début de belle finale. Malheureusement, avec la blessure de Dramé, ça n'a pas pu aller à son terme. Mais ce n'est que partie des mises. Vous savez, le tennis aussi a ça. Les blessures, ça fait partie du sport, ça fait partie du tennis. Mais le démarrage a été excellent. Notons qu'en raison de la maladie à virus Ebola, la Confédération africaine de tennis n'avait pas programmé en 2014 sur le continent le circuit international prize money de tennis d'Afrique de l'Ouest. C'est désormais chose faite. La 15e édition du circuit international prize money de tennis, étape du Mali, a enregistré 32 joueurs venant de 6 pays, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, l'Espagne, la France et le Mali.
Et ce communiqué, l'ambassadeur et le consul général du Mali en France informent la communauté malienne que les opérations du RAVEC reprendront le mardi 17 mars et prendront fin le jeudi 16 avril 2015. Ces opérations ne concernent que Paris et ses banlieues dans un premier temps. Les sites retenus sont Consulat général à 53 rue Hoche, 93 170 Bagnolet, foyer Diderot, 22-24 rue Claude Tillier, 75 012 Paris, foyer Lorraine, 13 rue Lorraine, 75 019 Paris, foyer Porte de Chili, Saint-Just, 15 rue Saint-Just, 75 017 Paris, foyer Père Lachaise, 16 rue Fernand Léger, 75 020 Paris. Les opérations du RAVEC se dérouleront tous les jours de 12h à 20h, excepté le lundi. L'ambassadeur et le consul général du Mali en France comptent sur la bonne compréhension et l'esprit patriotique de tous. L'actualité continue demain à 10h et à 13h avec Amadou Sankaré pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec le RTM, le programme continue et à demain pour la grande édition s'il plaît à Dieu. Bonsoir à tous.